l'une des définitions des zones boréales, c'est des régions à partir desquelles il n'y a plus d'arbres. Mais en fait, c'est faux. Il y a des arbres, sauf qu'ils ne poussent pas à la verticale, ils poussent à l'horizontale. Donc des bouleaux nains, des saules de Richardson qui font 2 cm parmi les plus petits arbres. En fait, tu les trouves collés au sol. Ils vont chercher l'eau, ils résistent au vent, il y a un problème de température avec lesquels ils doivent négocier, bien sûr. Et ça, Barry Lopez résume cette description par une formule extraordinaire où il dit « En fait, je m'aperçois que je marche sur une forêt ». Donc dans le Grand Nord, il y a autant de forêts que chez nous, simplement il faut se pencher sur elles. Olivier Rémaux est philosophe et prof à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Les hasards de la vie, la sérendipité, font qu'il est aussi mon voisin à Paris. Il a publié, en novembre 2020, un bel essai sur les icebergs, intitulé « Penser comme un iceberg » chez Actes Sud. Dans ce livre, Olivier compile des histoires de toutes les époques qui mettent en scène les baleiniers, les Inuits, les glaciologues et les explorateurs. Son livre est un voyage qui nous emmène d'Ilulissat, le paradis des icebergs au Groenland, au célèbre Jökulsárlón en Islande, des Svalbard au nord de la Norvège au Perito Moreno, pour moi le plus beau glacier du monde en Argentine, de l'Arctique de la baleine boréale, le mammifère qui détient le record d'espérance de vie, plus de 200 ans, aux manchots qui font du toboggan sur les icebergs de l'Antarctique. Dans ce livre où Olivier prête vie aux icebergs, c'est la question du rapport entre l'homme et la nature, entre l'humain et le non-humain, l'animé et l'inanimé, qu'Olivier aborde en filigrane. Penser comme un iceberg, embarquement immédiat pour l'aventure polaire, chapitre 3, c'est parti. Salut Olivier. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. La dernière fois, on a évoqué des grands noms déjà de l'exploration, du voyage. On avait parlé de Bernard Moitessier, la longue route. On avait parlé de James Cook, cet explorateur qui a fini sa vie de manière tragique là, à Hawaï avec ses indigènes. On avait raconté tout ça. Et je voudrais amorcer ce 3e épisode avec toi en parlant d'Érasme. Érasme, c'était le prince des érudits. Érasme, c'est quelqu'un qui a vécu il est né en 1467, il est mort en 1536. Donc Didier, il a un prénom rigolo pour les Français, Didier Érasme, Desiderius Erasmus de Rotterdam. Il était universellement reconnu comme le prince des érudits, c'est son surnom. C'était le contemporain de Thomas More, lorsqu'il n'était pas encore la Grande-Bretagne, en Angleterre, on va dire. C'était aussi le contemporain de Rabelais, ces deux-là l'admiraient beaucoup. Érasme, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éloge de la folie. Pourquoi je parle d'Érasme ? Parce que j'ai vu un lien avec ce que tu fais. C'est pas quelqu'un que tu cites dans ton bouquin, mais c'est quelqu'un qui m'est venu. Parce que Érasme, il a utilisé un procédé qui était connu depuis l'Antiquité, mais qu'il a remis au goût du jour, c'est qu'en fait, il a personnifié la folie. Il fait parler la folie. Et une des citations d'Érasme, qui est une de celles qui guide ma petite vie à moi, que j'ai souvent en tête, je vais te la lire, tu la connais sans doute. La sagesse consiste à être guidée par la raison. La folie consiste à obéir à ses passions. Mais pour que la vie des hommes ne soit pas trop triste, Jupiter y a mis beaucoup plus de folie que de raison. J'aime beaucoup cette citation. C'est une très belle citation. Et le lien avec ton bouquin, c'est que voilà, il personnifie la folie, tout comme toi, tu personnifies les icebergs. Ton bouquin s'appelle « Penser comme un iceberg », c'est un joli titre. Pourquoi tu as choisi ce titre ? Alors, ce titre vient d'un livre d'un écologue qui s'appelle Aldo Leopold, écologue américain, qui a écrit un livre sublime que je recommande, qui est l'almanach d'un comté des sables. C'était un garde forestier et tous les matins à 3h30, il se levait avec sa tasse de café, son chien, et il observait la nature qui se déployait devant lui, il prenait des notes, il faisait des dessins. Un peu une sorte de Peter Wohlleben de l'époque. Un petit peu, ouais, et dans cet almanach, on a des croquis qui sont remarquables. Et puis il a un petit chapitre qui s'appelle « Penser comme une montagne ».
Et dans ce petit chapitre, je fais court, il dit simplement, voilà, le loup est nécessaire à l'équilibre de l'écosystème. Il permet par exemple de réguler la population des cerfs et de faire en sorte que les arbustes, les forêts ne soient pas trop défoliés. Et il dit la nécessité de sa présence. Et on voit Aldo Leopold qui dit à ce moment-là, seule la montagne comprend ce que veut nous dire le loup. D'où son expression « penser comme une montagne ». Léopold s'adressait à ses amis vachers. Il leur disait voilà, prenez en compte... Les cowboys. Exactement, prenez en compte tout l'écosystème et tous les êtres qui peuplent cet écosystème. Pensez donc comme une montagne. Prenez le point de vue le plus large. J'ai repris ça dans le titre « Penser comme un iceberg ». On pourrait dire penser comme un glacier, c'est-à-dire comprenons qu'en fait, ces entités-là font partie d'un écosystème et jouent un rôle crucial dans cet écosystème. Ce que tu dis me rappelle cette étude, on en avait beaucoup parlé à l'époque, qui montrait que dans le Yellowstone, en effet, les loups, qui avaient été réintroduits, je crois, avaient amélioré la situation, effectivement, en régulant les cervidés, du coup, qui faisait que toute la petite faune autour en bénéficiait. Tout le monde en a l'intuition, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'insister là-dessus. Chacun a sa place dans la nature. Juste la question que je voulais te poser, c'était quand Aldo Leopold là ? Il a été publié en 1949. Et à titre posthume, lui est mort juste avant. D'accord, ok. On va enchaîner, on est toujours dans ton chapitre 2, cher Olivier, et on va en venir à cette expression que j'ai apprise il y a quelque temps par une amie que je voudrais saluer, Coralie Chaube, qui est cette journaliste environnement que tu connais aussi, de Libération. Et c'est elle qui m'avait rappelé à l'époque, je lui ai dit, mais c'est quoi le vélage ? Alors je te repose la question, c'est quoi le vélage d'un iceberg ? C'est une très jolie expression, je voudrais que tu m'expliques d'où elle vient, ce qu'elle veut dire, ce qu'elle recouvre en termes d'imaginaire aussi. C'est l'un des points de départ en fait de mon livre, le vélage. Mais qu'est-ce que ça signifie donc ? C'est quand même des glaciologues qui utilisent ce terme, qui l'ont complètement enregistré dans leur lexique scientifique. Et à quoi on pense ? On pense tout simplement à la vache, qui met bas son veau. Ça vient de là. Or, les glaciologues utilisent cette expression pour désigner le mécanisme de fracturation d'un glacier qui donne donc un iceberg, comme si l'iceberg était un petit veau. Et puis le glacier, une grande vache. Et donc je me suis dit, d'où ça vient ? Puis en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça venait, enfin du moins c'était une expression très très fréquente dans le milieu des baleiniers, groenlandais, américains, danois, anglais, norvégiens. États-uniens si ça ne te dérange pas. États-uniens, oui, tout à fait. Pas américains. Tout à fait, tu as raison. C'est un de mes grands combats. Dès le début du 19e siècle, probablement que ça a une origine plus ancienne, mais elle est très difficile à tracer au bout du compte. On en trouve aussi dans l'association entre la baleine, par exemple, et le glacier se trouve dans les mythologies Comox, par exemple, au Canada. Voilà, et j'ai trouvé une espèce d'origine, un milieu comme ça. Alors c'est paradoxal parce que c'est le milieu qui tue les baleines qui en même temps, puisqu'on parle aussi à propos des baleines, de vélage. Oui, le petit de la baleine en anglais s'appelle le calf, le veau. C'est ça. Et donc en anglais on parle de calving, voilà. Pour parler du vélage, c'est le même mot. Exactement. Et c'est ce que tu racontes dans ton livre, en fait ça vient des populations locales, ça vient des indigènes, ça vient des Inuits. Très certainement. Qui voyaient dans les icebergs de grosses baleines, des comportements similaires. C'est ça. Et d'ailleurs, quand j'ai demandé à mes enfants à quoi leur faisait penser l'image, enfin la séquence filmée d'un iceberg qui se retournait, ils m'ont dit très spontanément à une baleine. Donc voilà, donc ce mot vient de là, du petit de la baleine. Je voudrais qu'on refasse une petite incursion scientifique. Je voudrais qu'on parle du destin des icebergs. Donc une fois qu'ils se détachent, quels sont les destins possibles pour un iceberg ? Il y en a un qui est certain, c'est une dislocation sans ambiguïté. C'est une mort lente. Quelle est la durée de vie d'un iceberg ? 4 à 6 ans, mais ça dépend évidemment de sa taille, mais pas seulement de sa taille, des eaux plus ou moins chaudes, et donc on le comprend immédiatement, du contexte planétaire, précisément en phase de réchauffement climatique. Donc ça, c'est son destin, je dirais, le plus classique, celui que tout le monde peut s'imaginer. J'étais surpris, en préparant l'émission, de constater qu'il y a d'autres destins possibles. Parle-moi de ces destins. L'iceberg peut en effet, donc, à un moment de sa dérive dans tel ou tel océan, rencontrer finalement un fond marin qui est suffisamment haut pour s'y accrocher. C'est ce qu'on appelle parfois aussi des icebergs gisants, qui se mettent à ce moment-là à s'étendre sur le fond marin. D'ailleurs, ce qui est assez fascinant, c'est que les spécialistes de l'écologie benthique, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui s'occupent des fonds, des profondeurs, se rendent compte que les icebergs raclent assez régulièrement les fonds marins, ce qui, certes, les détruit en partie, mais ils emportent avec eux, dans leur trajectoire,
des écosystèmes qu'ils vont replanter ailleurs. Donc un iceberg qui s'ancre dans un fond marin est probablement un iceberg qui apporte aussi les écosystèmes d'un autre lieu précédent, ce qui est assez fascinant. Une sorte d'insémination. En fait, les icebergs raclent, labourent et réensemencent constamment les fonds marins. Ouais, c'est très joli et important ce que tu me dis. Ouais. D'accord, donc on a vu les différents cas de figure du destin des icebergs. Hein. En résumé, c'est l'un ou l'autre. Hein. Ils se baladent, ils finissent par fondre, C'est ça. pour faire simple. Ou ils ont ce rôle que tu viens de dire, donc c'était utile de le préciser. Plus avant dans ce chapitre, tu parles de Werner Herzog. De Werner Herzog, qui est cet Allemand qui fait des documentaires. On emploie trop souvent, toi et moi, le mot sublime. Par jeu, on va essayer de moins l'employer dans la suite de nos épisodes. Non, mais c'est par jeu. C'est-à-dire que moi, je dis souvent sublime, et toi aussi, et donc on va essayer de trouver d'autres mots. Mais j'adore Werner Herzog, il a fait plein de films. Il a fait des films Aguirre ou La colère de Dieu en cinéma, mais il a fait aussi des films sur cet homme qui est mort bouffé par les ours. En fait, il fait toujours des films sur la folie. Sur la folie des hommes. Oui, complètement. Et donc, apparemment, il y en a un qui m'a échappé. Tu parles d'un doc qu'il a fait où il interviewe des glaciologues. C'était en 2007. Parle-moi de ce que tu racontes. C'est un documentaire qu'il a consacré à une base en Antarctique. Ça s'appelle comment ? C'est la base McMurdo, si je me souviens bien. Oui. Ce qui est l'une des plus connues, surtout, tu vois. Et en fait, il interviewe les gens qui vivent dans cette base. Et donc, il interviewe tous les gens, enfin une proportion assez représentative des gens qui vivent sur cette base. Donc, il y a des glaciologues, mais il y a aussi des gens qui s'occupent de la maintenance. Les cuisiniers. Exactement, qui sont très importants. Hein. Et on se rend compte que chaque fois, ce sont des biographies assez cabossées, sauf pour les glaciologues, où là, c'est un terrain d'étude, tout simplement. Mais les autres personnes de maintenance, c'est des scénarios de changement de vie assez étonnants. Et là, on retrouve tout l'intérêt qu'a Herzog pour des vies malmenées, des vies abîmées, où les gens essayent de survivre un peu à leurs propres accidents personnels. Il y a des épisodes très très touchants, et puis moi, il y a vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé dans ce docu, c'est lorsqu'il a un entretien avec un glaciologue qui s'appelle Douglas McKeel. C'est vraiment le glaciologue spécialiste du B15, ce fameux iceberg énorme qu'on a déjà évoqué. Le record de grosseur. Voilà, qui est d'une taille gigantesque, qui était d'une taille gigantesque. Et là, il y a un passage très émouvant où Douglas McKeel avoue, parce que c'est une confession, c'est de cet ordre, c'est un aveu, qu'en fait, avec cet iceberg, il aura entretenu un rapport incestueux, une relation de familiarité plutôt, telle que le voir se disloquer, disparaître et finalement mourir, c'est comme s'il perdait un bon ami. Et là, je me suis dit une fois de plus, ces liens de familiarité avec des ensembles ou des entités que l'on suppose mortes, dénuées de vie, inertes, alors même que ces liens sont vécus de manière vraiment passionnée, vivante, il y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à comprendre. Dans ce même chapitre, j'ai repéré une phrase qui m'a fasciné et que je pense ne pas avoir bien compris, donc j'ai la chance de t'avoir en face de moi, donc je te demande de me l'expliquer. Je la trouve magnifique, mais je vois pas trop à quoi ça se réfère. Tu dis tout simplement « Vivre, c'est toujours être repéré ». Page 71. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est une phrase que j'écris au bout d'une petite étude d'un article d'une philosophe australienne écoféministe qui s'appelle Val Plumwood et qui raconte dans ce petit article comment elle a été, lors d'une balade en canoë, attrapée par un crocodile. C'était en Australie, hein ? Oui, tout à fait. C'est un salty, le crocodile. Tout à fait. Le crocodile marin, le plus grand du monde. Exactement, et elle a réchappé, mais absolument par miracle, à cette rencontre malheureuse. Cette attaque. Une attaque, tout à fait, et puis elle s'en est sortie. Et elle en a tiré une philosophie de vie complètement différente, bien sûr, après cet accident. Et elle dit à un moment, voilà, j'ai appris finalement à me décentrer, c'est-à-dire à comprendre que je pouvais, dans certains endroits où je me sentais absolument sûr de moi-même, être une proie pour quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je dis, voilà, vivre, c'est toujours être repéré par quelqu'un. Ou quelque chose. Ou un être en l'occurrence. Et je crois, j'en suis même assez certain, dans ces lieux dont on parle, ces mondes de glace, beaucoup de gens ont ce sentiment-là. Oui, c'est drôle. Moi, je viens de voir un documentaire qui a pas loin de changer ma vie, Seaspiracy. Tu sais, ce doc sur la pêche et sur le fait qu'on est en train de vider les océans. Bien sûr. Et qui est pour moi indispensable, si j'étais président de la République, ça passerait dans toutes les écoles demain. Et dans ce doc, le réalisateur interviewe beaucoup de gens. Et l'un d'eux est un type qui est dédié à la protection des requins, à qui il manque un bout de bras et un bout de jambe, et qui lui-même s'est fait attaquer par un requin. Et je crois qu'il a eu le même parcours. C'est quelqu'un qui a pardonné
et qui a compris l'agression, enfin l'attaque dont il a été victime et qui aujourd'hui protège les requins, ceux-là même qui l'ont amputé. Et il y a quelque chose de magnifique, je trouve, là-dedans. Il est probable T'as qu'effectivement... remarqué que j'ai pas dit sublime. Tout à fait, oui, super. Mais il est probable qu'il ait vécu un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il ne s'était jamais imaginé comme devenant une proie possible. Et cette prise de conscience que finalement on peut devenir une proie pour quelqu'un d'autre, c'est une prise de conscience qui peut être tragique, sérieuse, qui peut vraiment interroger en plus, mais finalement c'est peut-être aussi la loi de la planète. Oui, vu et être vu, manger et être mangé. C'est ce que dit Val Plumwood, peut-être aussi la personne que tu citais. En tous les cas, moi je retiendrai surtout, on peut pas être seul. On peut pas vraiment être seul. Oui, sauf que c'est malheureusement l'impression que donne l'humanité. Je vais pas faire mon grand couplet sur le fait qu'on est quand même assez à l'aise sur la planète. On détruit tout, on se met à l'aise. Dès qu'il y a un truc qui nous gêne, bim, pesticides. Enfin bon, bref. Mais parce qu'on se croit seul. D'où les destinées parallèles de ton livre et de mon podcast. Et ce qui explique que tu es là aujourd'hui, c'est que tu veux dire, non, on n'est pas seul. Bien sûr qu'il y a des baleines sous les gravillons et bien sûr qu'il faut leur faire une petite place dans nos vies. Il faut leur rendre leur place. Ouais. Sur ce, on va enchaîner sur le chapitre 3 de ton livre qui s'appelle Vie inattendue. Alors, vie inattendue au pluriel. Au pluriel. Et pour aborder ce sujet, tu parles d'un certain Barry Lopez. Qui était ce monsieur ? Barry Lopez, c'est un écrivain d'Amérique du Nord qui a écrit un livre en 1986 qui a eu un grand succès, qui s'intitule Rêves arctiques, au pluriel là aussi, qui pour moi est une espèce de bible sur ces régions-là, parce que on y trouve des descriptions fabuleuses de ces endroits, beaucoup de conversations avec des populations autochtones, avec des scientifiques du coin. Il a arpenté pendant 5 ans ces zones, et il en a tiré un petit bijou extraordinairement bien ciselé. Qui est un best-seller. Qui a très bien marché. Et puis, notamment, beaucoup de moments, de passages dans ce livre où il décrit la faune, la flore, et puis la nécessité d'exercer ses yeux. Et puis, il y a un passage, moi, que j'ai adoré, c'est lorsque Barry Lopez nous fait comprendre qu'en fait, quand on arpente ces territoires du Grand Nord, on marche sur des forêts. Alors ça, c'est génial, parce que l'une des définitions des zones boréales, c'est des régions à partir desquelles il n'y a plus d'arbres. Mais en fait, c'est faux. Il y a des arbres, sauf qu'ils ne poussent pas à la verticale, ils poussent à l'horizontale. Donc des boulonnins, des saules de Richardson qui font 2 cm d'épaisseur. C'est les plus petits arbres du monde, ouais. Parmi les plus petits arbres. En fait, tu les trouves collés au sol. Ils vont chercher l'eau, ils résistent au vent. Il y a un problème de température avec lesquels ils doivent négocier, bien sûr. Et ça, Barry Lopez résume cette description par une formule extraordinaire où il dit « En fait, je m'aperçois que je marche sur une forêt ». Donc, dans le Grand Nord, il y a autant de forêts que chez nous. Simplement, il faut se pencher sur elles. Très beau. Il y a autre chose de très beau dans ce chapitre dont j'aimerais qu'on parle, c'est que tu évoques les Fata Morgana. Je veux bien que tu me dises pourquoi tu le fais. Alors les Fata Morgana, c'est un phénomène d'optique, un mirage, une illusion qui fait qu'on aperçoit par exemple au loin, lorsqu'on est sur un bateau, une espèce de barrière, on croit discerner qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien du tout. Donc effectivement, on voit ça dans d'autres endroits, dans les déserts, et ça permet simplement de comprendre que la vue dans ces régions-là est donc Grand Nord, Grand Sud, même dans les glaciers d'altitude, est un sens qui est très souvent malmené, perturbé, auquel il ne faut pas trop se fier. Oui, alors c'est quelque chose que j'ai connu, donc je veux bien donner mes petits exemples. J'ai plongé dans les cénotes au Mexique, c'est dans le Yucatan, et donc tu sais, dans ces cavernes inondées, il y a ce qu'on appelle un halocline, c'est-à-dire une différence, une frontière entre l'eau salée et l'eau douce. Et à cette frontière, moi j'ai distinctement observé ce que je croyais être des colonnes d'un temple grec, alors qu'en fait c'était juste une illusion d'optique, due à ce halocline, à cette différence entre l'eau salée et l'eau douce. Ça c'est le premier exemple. Et j'ai longtemps j'ai vécu 5 ans au Chili, et donc dans le désert d'Atacama, où il y a aussi des phénomènes d'air chaud que tout le monde se représente. En fait, ces espèces de tourbillons à la surface d'une route noire, macadam noir, ça crée des espèces de tourbillons d'air chaud, et on voit bien que ce qu'il y a derrière, c'est déformé par cet air chaud en mouvement. C'est d'ailleurs pour ça que les observatoires sont situés très en haut des montagnes, oui, exactement, pour éviter
ce qu'on appelle le bruit, c'est-à-dire toutes ces perturbations qui font que l'observation, il faut passer à travers l'atmosphère pour bien observer l'espace, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'observatoires au Chili d'ailleurs. Il y a ALMA, il y a le Very Large Telescope. Alors, j'ai fini de te donner mes exemples de Fata Morgana. Avant qu'on enchaîne sur le whiteout, je voulais te lire, je regardais pendant que tu me répondais, c'est un des plus beaux mots de ton bouquin, mais en général aussi, les Fata Morgana, d'où vient ce nom? Donc, j'ai regardé ça pendant que tu parlais, et donc je vais te lire le passage qui explique l'origine de ce nom merveilleux. C'est au Moyen-Âge que ce phénomène a été rapporté pour la première fois par des croisés qui, naviguant dans la mer Méditerranée, affirmaient avoir aperçu de fantastiques châteaux se refléter dans la brume près du détroit de Messine, donc c'est entre l'Italie et la Sicile. Ils attribuèrent ce phénomène à la fée Morgane, d'où le nom italien de Fata Morgana, fée Morgane, en français, adopté par la suite. C'est magnifique, on est en pleine poésie. C'est très beau. Dans ton bouquin, tu parles d'un autre phénomène qui m'intéresse beaucoup, qui intéresse tout le monde, les explorateurs, les glaciologues, c'est le whiteout, qui est, je vais te laisser m'expliquer ce que c'est, et on va voir que ça a été à l'origine de bien des drames. Alors traduit par blanc dehors, c'est un phénomène optique là aussi où la lumière s'aplatit complètement. Donc la différence entre le fond et la forme, la profondeur, la surface disparaît, il n'y a plus aucun contraste. On est dans un blanc qui nous entoure complètement. Complètement, plus aucun relief. On se sent profondément désorienté. On peut l'éprouver aussi en pleine montagne. Ça arrive à des altitudes assez élevées. Ça prend la tête, au sens littéral du terme. Ça peut rendre presque parfois un peu fou. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ça désoriente. Et à ce moment-là, l'une des réactions les plus appropriées, c'est de se dire, ok, ma vue est complètement inopérante, donc il faut que je me débrouille avec d'autres sens. Ouais, voilà, c'est ce qui fait que beaucoup d'explorateurs se sont perdus. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucun repère. Donc c'est un phénomène très dangereux dont se méfient beaucoup les Inuits, tout le monde. Le whiteout, ça prévient pas, et quand ça arrive, t'es juste entouré de blanc, il n'y a plus rien. Exactement. Ok, sur ce phénomène dangereux et intéressant, on va clore cet épisode. Merci beaucoup de toutes tes lumières, si blanches soient-elles, si whiteoutiennes soient-elles. Merci de tes questions. Merci Olivier, prends soin de toi, à très vite pour la suite. Salut Marc. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.